Merci. Merci Dominique d'avoir accepté de m'accompagner dans cette improbable remise de Légion d'honneur, n'est-ce pas? Je dis improbable parce que, évidemment, j'ai été très surprise de découvrir début janvier, grâce à un SMS que m'a envoyé ma cousine qui est ici dans la salle. Elle est où, ma cousine? Elle est là-bas. Que j'avais reçu la Légion d'honneur. J'ai eu du mal à le croire et j'ai vérifié dans le journal officiel qui n'a pas l'habitude de faire des blagues et effectivement, j'y étais. Et c'est donc Madame Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui m'a proposé pour être nommée chevalier. On dit pas chevalière en fait. Chevalière de la Légion d'honneur. Je dois reconnaître que ma première réaction, celle qui venait un peu comme ça, la première quoi, ça a été de refuser. C'est un signe de la République qui a été institué par Napoléon, qui n'est pas forcément une référence pour moi. Mais plusieurs amis proches m'ont recommandé de l'accepter, en soulignant que recevoir la médaille, c'était une manière d'honorer tous ceux et celles dont j'ai illustré, pour ne pas dire défendu, les causes en 28 ans de service, parce que tu sais que c'est l'expression qui est utilisée dans le décret présidentiel. Nous sommes récompensés pour nos années de service. Alors, parmi, évidemment, tous ceux et celles à qui je pense, mais ils sont très nombreux, hein. 28 ans, ça fait beaucoup de reportages, plus de 200 en fait. Alors je pense aux enfants victimes du trafic d'organes, je pense aux agriculteurs suicidés par l'agro-industrie, je pense à Paul Jacquin, l'instituteur tué par la rumeur, je pense à Paul François, le paysan malade de Monsanto, je pense aux disparus d'Argentine, aux femmes battues, aux enfants des rues de Bogota. Bonjour Raphaël, comment estás? Aux victimes de la pollution industrielle du Pérou, Elia, aquí estás? Gracias. Et tous ceux et celles qui partout dans le monde œuvrent pour qu'enfin triomphent les moissons du futur. Alors accepter la médaille républicaine, c'était aussi une manière d'affirmer publiquement la nécessité des lanceurs d'alerte que je salue et que j'aimerais qu'on applaudisse. La nécessité aussi des empêcheurs de penser et d'agir en rond. Je te salue pour ça. Qui en France et partout dénoncent les tromperies admises comme des vérités et démasquent les conflits d'intérêts et les arbitrages en faveur des puissants. C'était accepter cette médaille, c'était aussi revendiquer haut et fort la mission de la presse. Alors je dis bien mission, dont on oublie trop souvent, comme tu l'as rappelé, qu'elle constitue le 4e pouvoir et qu'à ce titre, à l'instar des 3 premiers pouvoirs, elle est censée œuvrer pour l'intérêt général. Alors accepter l'insigne de la République, c'était donc rappeler que nous avons besoin plus que jamais de journalistes engagés, capables d'affronter les lobbies et les intérêts privés pour mettre la plume dans la plaie, ainsi que le disait Albert Londres, le père du journalisme d'investigation, dont l'œuvre m'inspire jour après jour. Or, aujourd'hui, les plaies dans lesquelles les journalistes peuvent et doivent porter leur plume, ou leur caméra, sont multiples, comme sont multiples les facettes de la crise. Alors ce mot un peu passe-partout, hein. Mais bon, la crise dans laquelle le monde semble irrémédiablement s'enfoncer. Je veux parler de la crise du climat, qui est bien sûr déjà largement à l'œuvre, comme j'ai pu le constater au Malawi ou au Mexique récemment. Faut-il rappeler que les émissions de CO2 n'ont jamais augmenté aussi vite qu'au cours de la dernière décennie, 3% par an en moyenne, soit 3 fois plus que lors de la décennie précédente. Nous sommes sur la trajectoire des pires scénarios imaginés par le groupement interministériel sur l'évolution du climat. Ça veut dire des milliers et des milliers de villes sous l'eau, des millions de réfugiés climatiques, sans parler de la production alimentaire qui sera durablement affectée.
Je veux parler aussi de la crise de l'énergie, de l'extinction annoncée des énergies fossiles, mais aussi des minerais et des terres rares, sans lesquelles la production de la plupart de nos équipements et biens de consommation s'effondrera. Je veux parler de la crise de la biodiversité. Les experts évoquent la 6e extinction des espèces. Mais aussi de la crise alimentaire. Près d'1 milliard de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui. De la crise sanitaire. Les millions de malades et de morts dus à la pollution chimique et tous les paysans que je connais, que tu connais, papa, dans notre entourage, qui sont malades à cause des pesticides ou morts. De la crise financière, économique et sociale qui entraîne une augmentation du chômage, de la pauvreté et des inégalités toujours plus criantes. Bon, je ne voudrais pas vous casser le moral, mais... C'est fait. Trop tard. Tous ces dérèglements majeurs, dont tout indique qu'ils vont s'accélérer, en provoquant des débats humains et matériels considérables, sont le résultat d'un système économique capitaliste, fondé sur la recherche illimitée du profit. Cette véritable machine à broyer repose sur un modèle de développement qui s'avère aujourd'hui mortifère et suicidaire pour la planète et l'humanité qui l'habite. Celui de la croissance illimitée, sous-entendu du produit intérieur brut, le fameux PIB, comme tu l'as écrit, Dominique, dans un livre pionnier que je vous invite tous à lire, intitulé Au-delà du PIB, pour une autre mesure de la richesse. La croissance est devenue le veau d'or moderne, la formule magique qui permet de faire l'économie de la discussion et du raisonnement. Pourtant, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour dire que la croissance n'est pas la solution, mais justement le problème. Et qu'il est urgent de changer de paradigme sous peine d'être confronté dans un avenir proche, très proche, à un chaos ingérable, comme l'écrivent les experts du centre de prospection de l'armée allemande dans un rapport que je viens de lire qui a fuité. Changer de paradigme, cela veut dire revoir de fond en comble notre logiciel économique, mais aussi notre mode de vie. Pour cela, il est nécessaire de lancer un vaste débat démocratique dans tous les villages et villes et les fermes de France et de Navarre, qui permettent de lancer un signal fort à ceux et celles que nous avons élus et qui trop souvent ne voient pas plus loin que le bout de leur mandat et manquent cruellement de courage politique. L'indispensable transition vers une société post-croissance qui seule permettra de relever les nombreux défis qui nous attendent, ne pourra se faire sans l'engagement de tous les citoyens et citoyennes capables de se poser enfin les bonnes questions. Certaines, je les ai reprises dans ton livre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la richesse? De quel développement avons-nous besoin? Quelle société voulons-nous et devons-nous construire? Avec quelles valeurs, quelles règles du jeu, pour que nos enfants et petits-enfants puissent continuer à vivre sur cette pauvre planète et sur cette magnifique planète, et ce qu'il en reste aujourd'hui. Une chose est sûre, en ces moments cruciaux, nous avons besoin de symboles et d'éclaireurs qui catalysent les énergies et montrent la voie. Nous avons besoin de laboratoires et d'expériences qui encouragent la réflexion, libèrent la créativité et nous aident à nous débarrasser du prêt-à-penser et des préjugés. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui disent « Stop, que faisons-nous? Où allons-nous » Si j'ai proposé à Dominique de me remettre la Légion d'honneur à Notre-Dame-des-Landes, c'est parce que la lutte qui se déroule ici depuis de nombreuses années représente précisément le combat dont nous avons besoin. Je n'entrerai pas dans les détails techniques d'un dossier mal ficelé pour m'attacher seulement aux symboles. Tu as parlé aussi de symboles. Nous avons besoin de symboles. Pour m'attacher aux symboles qu'incarne la résistance au projet d'aéroport. Le premier symbole, c'est qu'il s'agit d'un projet d'équipement qui date des années 1960, autant dire complètement ringard.
C'était l'époque des 30 glorieuses, les fameuses 30 glorieuses, où l'on pensait que nous pourrions indéfiniment puiser dans les ressources de la planète sans jamais rendre compte à personne. L'époque où la machine à fabriquer du PIB tournait à plein coûte que coûte, est bien finie. Cette époque est révolue et nous voulons des projets qui correspondent aux exigences de notre temps, celui de la raréfaction des ressources et des inégalités croissantes. Le deuxième symbole, c'est que ce projet va détruire 2000 hectares de terres agricoles dans une zone humide comprenant une grande biodiversité. Or, s'il est un domaine où nous devons de toute urgence revoir notre copie, c'est bien celui de la production agricole. Nos ministres de l'Agriculture se plaisent à répéter, l'ancien et le nouveau, que la France est un grand pays agricole. Certes, nous exportons des millions de tonnes de blé de mauvaise qualité à bas prix grâce au jeu pervers des subventions ou des tonnes de poulets bas de gamme qui condamnent à la faillite des paysans africains. Mais l'agriculture française est un colosse aux pieds d'argile, car elle est déficitaire dans de nombreuses productions. Comme celle des protéines végétales, pour nourrir les poules, les vaches et les cochons de nos élevages industriels, que je vous invite à ne jamais plus manger. Nous dépendons du soja transgénique argentin, et donc du pétrole nécessaire à son acheminement vers les ports bretons. D'une manière générale, l'agriculture industrielle dépend des énergies fossiles, indispensables à la fabrication des pesticides et engrais chimiques, indispensables aussi à l'approvisionnement des villes, dont l'autonomie alimentaire est estimée à 2 jours. Si nous voulons être autonomes du point de vue alimentaire et développer une agriculture capable de résister aux effets du changement climatique, il nous faut de toute urgence protéger nos terres agricoles, en cessant de les bétonner et en les arrachant des mains des spéculateurs. Quand je serai nommé officier de la Légion d'honneur, j'espère pouvoir revenir assez rapidement. Pour voir que le projet d'aéroport définitivement enterré, eh bien, pour voir comment on a transformé ce territoire en une avant-garde d'un autre projet agricole fondé sur l'agroécologie, la vente de proximité et les circuits courts. En attendant et pour finir, je voudrais remercier tous ceux et celles qui, jour après jour, mènent la résistance à ce projet, somme toute, comme je l'ai dit avant, très très ringard, j'insiste. Merci à Sylvain et Brigitte Fresneau qui nous accueillent aujourd'hui. Alors papa, tu vas être content parce que je vais dire merci qu'à des paysans pendant au moins 2 minutes. Merci aux paysans engagés dans le COPIN 44, le collectif des organisations professionnelles agricoles indignés par le projet d'aéroport. Et puis merci vraiment du fond du cœur à tous les zadistes. Je vous tire mon chapeau, tous les zadistes, parce que vraiment j'imagine que ça n'a pas été facile de vivre, passer tout l'hiver ici, dans des conditions... Oui, voilà, rudes, précaires, etc. Non seulement, alors votre présence est illégale, certes, mais légitime. Tu seras d'accord avec moi si je dis que l'histoire regorge d'exemples où des actions illégales se sont avérées tout à fait légitimes et ayant